Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, donc, il sera question de prévention de toutes ces petites pathologies hivernales traditionnelles. Nous parlons prévention, mot de l'hiver, donc cela va de soi qu'on va peut-être penser à comment renforcer, travailler sur le renfort de l'immunité. Et donc, ça sera aussi l'occasion de pouvoir évoquer des nutriments et puis des produits naturels qui vont nous aider dans cette mission. Mot de l'hiver, bien sûr, on va parler de germes, de microbes qui vont pouvoir s'installer et donc occasionner une infection, et c'est là qu'intervient notre immunité, notre système immunitaire pour tenter de nous défendre. Mais bon, si on peut attaquer le microbe, le méchant, eh bien, il n'est pas responsable de tout. Il y a un troisième acteur qu'il ne faut pas oublier, donc c'est le terrain. Alors, récapitulons, donc on a l'agent infectieux qui a l'outrecuidance de s'installer sur un terrain, donc un agent infectieux, une bactérie, un virus, un champignon, un parasite, et donc s'il va tenter de coloniser un terrain qui a une capacité plus ou moins grande à se défendre correctement. Et c'est cette capacité à se défendre plus ou moins bien qui va conditionner l'efficacité du système immunitaire de cet organisme. Un petit rappel du système immunitaire, donc on a l'immunité innée, donc c'est la première ligne de défense, donc c'est la première réaction de ce système immunitaire face à un agent infectieux. Donc il va se mettre en route tout un système avec les macrophages, les cytokines pro-inflammatoires, les cellules, les natural killers, donc toutes ces cellules qui sont peu spécifiques et qui vont donc d'emblée se mettre en position pour défendre l'organisme. Et puis cette immunité innée va stimuler l'immunité adaptative qui arrive dans un deuxième temps, qui est plus spécifique, donc avec des reconnaissances davantage, et là on va surtout pouvoir parler de lymphocyte T et de lymphocyte B. Alors nous allons revoir chacun de ces trois acteurs. Le premier, l'agent infectieux. Donc là, c'est plutôt au côté anecdotique de notre perception du microbe, du micro-organisme à travers l'histoire humaine. Longtemps, ces microbes ont été considérés comme les agents à abattre absolument. Et puis, on a découvert la pénicilline à partir d'un champignon microscopique, le pénicillium, donc déjà, ils ne sont pas toujours si méchants que ça. Et puis, depuis finalement peu de temps, la découverte, puis des travaux sur les microbiotes, les microbiotes intestinal, le microbiote cutané, vaginal, buccal, donc toutes ces colonies de bactéries qui en fait ont une véritable symbiose avec l'organisme hôte. Et donc ces microbiotes, ces bactéries vont avoir des rôles bénéfiques et vont même pouvoir aussi soutenir nos fonctions physiologiques et aussi nous protéger. Donc là, on est maintenant sur virus contre bactéries, bactéries contre bactéries. C'est plus compliqué que ce qu'on pouvait croire au départ. Le terrain. Nous ne sommes pas tous égaux face à l'agent infectieux. Ça, on peut tous en avoir fait l'expérience. On peut se retrouver à un moment donné, plusieurs personnes dans le même environnement, qui peut être chargé en virus. Prenons l'exemple de la grippe, par exemple. Eh bien, certaines personnes vont attraper la grippe, et puis d'autres n'ont pas l'attraper, tout en ayant plongé dans le même environnement au même moment. Donc, là, il est évident qu'on n'est pas tous égaux. Alors, il faut considérer aussi l'individu dans son ensemble, tenir compte aussi de son psychisme aussi. Et il y a quand même la possibilité d'avoir la main mise sur un terrain qui est plus ou moins fragile. Eh bien, c'est par l'hygiène de vie, tout simplement, donc qui va passer aussi par une bonne nutrition. Et donc, une bonne hygiène de vie, ça va renforcer un terrain qui peut être fragilisé au départ. Le système immunitaire. Donc, le système immunitaire, c'est un des systèmes parmi les autres systèmes. Il est donc à l'état latent, tant qu'il n'y a pas
problèmes particuliers et puis, voilà, à un moment donné, il y a un intrus qui arrive et bien il va s'organiser pour, assurer la défense de l'organisme. Donc ces 2 images, correction en cascade et impact ciblé, c'est simplement pour, expliquer que en fait, l'entretien de notre système immunitaire va passer par, l'entretien de notre organisme en général, le bon métabolisme énergétique, donc toutes ces réactions chimiques qui doivent se faire normalement avec des apports de nutriments suffisants, d'une part, et puis nous verrons aussi que des nutriments qui peuvent être les mêmes, peuvent être des vitamines, des minéraux qu'on va rencontrer dans nos réactions en cascade, vont pouvoir aussi être à un moment donné, quand le système immunitaire se déclenche, actifs sur certains éléments de ce système immunitaire. Donc là, des exemples seront vus ensuite. Alors pour cette présentation, voici le plan proposé. Donc, nous parlerons de l'immunité en péril, voire quelques raisons possibles. Ensuite, nous nous pencherons sur les intestins, donc l'immunité et intestins, et puis nous verrons l'aide que l'on peut obtenir avec des éléments de nutrition, et puis également aussi des produits naturels. Et nous terminerons avec les cas comptoirs. L'immunité en péril, quelques raisons. Alors, le système immunitaire, il se construit. Quand le bébé est né, il est pas du tout mature, hein, on le sait bien, ce système, et donc sur plusieurs années, il va se construire, se consolider, hein, et c'est pour ça que nos petits sont tout le temps malades pendant les premières années de leur existence. Et puis, bien, au bout d'un certain nombre d'années, ils commencent déjà à être mieux structurés, mais voilà, il faut quand même qu'ils soient entretenus et maintenus en bon état tout au long de notre existence afin de pouvoir répondre efficacement en cas de besoin. Alors nous allons voir ce qui peut le fragiliser, des exemples. Là, vous avez des phrases qui sont présentées, qui sont en fait le résultat de travaux scientifiques, hein, et qui arrivent à certaines conclusions. Donc, une première conclusion, une alimentation déséquilibrée entraîne une baisse de l'immunité. Alors ça, maintenant, c'est admis. Pour que l'entretien de ce système immunitaire en bon état, eh bien, ça a été évoqué tout à l'heure, il faut des vitamines, des minéraux pour pouvoir assurer l'ensemble du fonctionnement de l'organisme, donc assurer le bon entretien du système immunitaire. Et donc un apport insuffisant, ça va le fragiliser. Un autre aspect de l'alimentation, ça va être l'aspect de l'alimentation pro-inflammatoire qui est délétère aussi pour notre système immunitaire. Alors quand ce système immunitaire se déclenche, il y a toujours une phase d'inflammation qui fait partie de cette phase de protection de l'organisme. Et si déjà sur un terrain, vous avez déjà une inflammation chronique qui est déjà existante, eh bien le corps ne se reconnaît plus. Donc on peut imaginer qu'une inflammation chronique d'un terrain, eh bien, va contrecarrer et va s'opposer à une bonne efficacité du système immunitaire. Alors une alimentation pro-inflammatoire, ça va consister en une alimentation riche en charcuterie, en oméga 6 par exemple, qui sont pro-inflammatoires, voyez. Donc pour l'alimentation, eh bien, une alimentation avec un apport insuffisant de vitamines, de minéraux et une alimentation qui serait pro-inflammatoire, eh bien, va fragiliser notre système immunitaire. Un effort sportif intensif prolongé entraîne une baisse de l'immunité. Les athlètes super entraînés qui ont des périodes d'entraînement intensif, eh bien, développent plus facilement pendant cette période d'entraînement des problèmes ORL. Ensuite, il n'est pas rare, lorsqu'il y a un marathon, eh bien, de voir certains marathoniens qui se trouvent confrontés à un transit accéléré important au moment de l'épreuve. Donc, en fait, on se rend bien compte qu'un effort intensif, comme ça, fragilise ce système également. Donc, comment on peut l'expliquer ? Eh bien,
Toujours pareil, pour un entretien de nos fonctions, on a besoin d'assurer un certain métabolisme énergétique qui se fait par l'apport de nutriments comme les lipides, les glucides et les protides qui vont être transformés, et tout ça, ça aboutit à la distribution de l'ATP, donc notre énergie, et qui est distribuée dans tout l'ensemble du corps. Donc on peut imaginer que lors d'un effort un peu soutenu, un peu long, eh bien cette énergie, beaucoup de cette énergie que l'on fabrique au quotidien va être sollicitée pour pouvoir assurer cet effort, et donc il y en aura un peu moins pour le reste de nos fonctions habituelles. L'anxiété et la détresse psychologique entraînent une baisse de l'immunité. Ça, déjà aussi, on peut avoir une expérience par rapport à cette phrase. Donc, un jour, vous apprenez une mauvaise nouvelle, 2 jours après, vous avez un rhume. Voilà. Et donc là, des travaux aussi ont abouti à cette conclusion. La détresse psychologique est associée à la production d'adrénaline et de noradrénaline, a été associée à un risque plus élevé de développer des maladies infectieuses aiguës. Voilà, parce que là aussi, on a nos neurotransmetteurs qui, lorsqu'il y a une anxiété un petit peu forte, eh bien, sont aussi, ça déstabilise leur biosynthèse, et ça entraîne aussi une fragilité du système immunitaire. Alors, pour terminer cette première partie, se résumer sur le stress. Le stress, une notion qui a été décrite dans les années 1920 et qui tient compte du fait qu'une perturbation va entraîner au niveau de notre organisme des libérations d'hormones, adrénaline, cortisol, donc un neurotransmetteur, l'adrénaline, qui va permettre d'être plus vigilant, et le cortisol qui va nous permettre d'avoir à notre disposition plus de nutriments qui vont permettre à l'organisme de mieux résister à un stress. Mais au final, si ces libérations se font d'une façon trop importante et trop continue, eh bien, à un moment donné, le corps n'arrive plus à gérer correctement ces différentes fabrications d'hormones, de neurotransmetteurs, et au bout d'un moment, eh bien, on se dirige vers le burn-out, où là, on ne peut absolument plus du tout utiliser nos fonctions, puisque ça ne répond plus du tout. Donc là, évidemment, on n'attend pas d'arriver à ce burn-out, il faut réagir avant, mais c'est simplement pour montrer que notre organisme a besoin d'une petite routine dans notre fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a besoin d'apports réguliers de nutriments, et puis de pouvoir aussi assurer nos métabolismes énergétiques, pour pouvoir assurer aussi nos constantes biologiques, pour que tout notre fonctionnement se fasse correctement. Et s'il y a un écart un peu trop important, eh bien, le corps ne répond plus. Et donc, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, le système immunitaire, comme les autres systèmes, eh bien, va en pâtir. Immunité et intestin. Alors, pourquoi se pencher sur les intestins? Eh bien, déjà, le tube digestif représente la plus grande surface du corps exposée à l'environnement. Donc, en fait, il aura fallu, au cours de l'évolution, que cette situation particulière, eh bien, soit prise en charge par notre organisme d'une façon particulière, et donc il va y avoir mise en place un système immunitaire complexe, efficace et adaptable, donc pour assurer les conditions de survie, tout simplement. Et donc, au niveau de ce système particulier, donc très exposé, eh bien, notre organisme a organisé une sécrétion quotidienne permanente d'immunoglobulines A, par exemple, qui vont permettre une ligne de défense importante vis-à-vis d'agents pathogènes. On parlait tout à l'heure de microbiote, on sait aussi maintenant que les bactéries intestinales vont aussi participer à la régulation de ces phénomènes de protection de l'organisme. Donc, on avait parlé d'inflammation. Donc, il y a des cytokines pro-inflammatoires, mais qui doivent aussi être maîtrisées avec des cytokines anti-inflammatoires. Et donc, les bactéries intestinales, certaines bactéries, eh bien, sont capables de réguler cet équilibre entre cytokines pro-inflammatoires et cytokines anti-inflammatoires. Et donc, tout ça a un impact
sur notre immunité. Donc, vous voyez, c'est un exemple, on parle du système immunitaire, mais finalement, c'est un sous-système immunitaire très localisé au niveau digestif et qui s'adapte à cette partie de notre organisme. Je parlais de bactéries, donc des bactéries ont été reconnues comme impliquées dans le soutien de l'immunité. Deux exemples d'espèces, Lactobacillus paracasei et Lactobacillus casei. Donc, c'est certaines souches de Lactobacillus paracasei et certaines souches de Lactobacillus casei qui très répertoriées, qui sont reconnues comme étant intéressantes dans le soutien de notre immunité. Immunité et nutrition. Alors, nous avons parlé minéraux, vitamines, et donc nous avons la chance à notre époque, de pouvoir commencer à comprendre comment fonctionnent les vitamines et les minéraux d'une façon plutôt précise. Des médecins ont eu des intuitions très géniales à des époques reculées. Hippocrate disait que ta nourriture soit ton médicament et ton médicament ta nourriture. Bravo, parce que là, on n'en était pas au point où nous en sommes au niveau avancé technologique et connaissances. Et voilà, il avait tout compris, donc très en avance. Alors, les vitamines, on va parler de quelques vitamines et minéraux. Et donc, on retrouve ces deux schémas. Protection à gauche avec des réactions en cascade, donc entretien de nos systèmes immunitaires, et puis propriétés plus ciblées sur certains éléments du système immunitaire. Donc, on va détailler tout ça. Donc, la vitamine D, elle favorise l'absorption intestinale du calcium, du phosphore, du magnésium, qu'on verra être un élément important aussi dans notre immunité. Donc, vous voyez, cette facilité d'absorption, ça permet à l'organisme déjà d'avoir ce dont il a besoin pour fonctionner correctement et d'apporter un exemple, le magnésium, ou l'entretien du système immunitaire. Et puis, au niveau immunité plus précisément, innée et adaptative, la vitamine D a une action au niveau de ces deux immunités. Et lorsqu'il y a déclenchement du système immunitaire suite à l'intrusion d'un agent infectieux, la vitamine D va stimuler les macrophages, va stimuler des cellules dendritiques qui font partie du matériel de l'immunité innée. Et puis, cette vitamine D va aussi augmenter un taux de lymphocytes particuliers, les TH2, qui vont moduler l'inflammation. Donc, vous voyez, avec cette vitamine D, on a vraiment une action entretien du système et puis une action précise au moment du déclenchement de la réaction du système immunitaire. Elle est reconnue, cette vitamine D, comme étant contribuant au fonctionnement normal du système immunitaire avec l'allégation présentée. Un petit rappel, attention, contre-indication, hypercalcémie, hypercalciurie. La vitamine C, c'est pareil, elle joue sur les deux tableaux, donc elle va favoriser l'absorption du fer. Lorsqu'il y a des carences en fer, l'immunité est moins bonne. Donc là aussi, on entretient le système, une activité antioxydante qui protège aussi notre organisme. Et puis, elle a aussi une action au niveau des immunités innées, en stimulant, les natural killers. Et puis, au niveau de l'immunité adaptative, elle va aussi avoir une action sur certains lymphocytes qui vont activer les lymphocytes B. Donc là aussi, elle est reconnue comme étant contribuant au fonctionnement du système immunitaire. Et puis, des vitamines, on ne penserait peut-être pas qu'elles aient forcément une action bénéfique, mais oui, la présence de vitamine B, par exemple, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. Donc, ce sont des vitamines hydrosolubles. Elles ont toutes des propriétés sur de grands systèmes, mais des propriétés avec des réactions différentes. Donc, en fait, il faut qu'elles soient globalement toutes présentes pour que l'ensemble des réactions chimiques puissent avoir lieu. Donc, elles vont être importantes dans notre métabolisme énergétique, aussi dans la régulation de notre système nerveux central, et on a vu que de l'anxiété va fragiliser le système. Donc, vous voyez, indirectement,
les apports aussi de ce type de vitamines, eh bien, sont importants pour toujours l'entretien de notre système immunitaire. La vitamine E aussi, antioxydante et aussi protectrice. Les minéraux, le même combat. Vous avez le zinc qui intervient dans plus de 200 activités de plus de 200 métalloenzymes, donc il est très important à tous les niveaux. Et puis, eh bien, il va aussi favoriser, lorsque le système se met en jeu, le système immunitaire, il va favoriser l'activation des lymphocytes T. Il va permettre l'inhibition de la multiplication virale dans l'organisme. Là aussi, le zinc est reconnu comme étant nécessaire au fonctionnement du système immunitaire. Le magnésium connaît aussi ses nombreuses son implication dans nos réactions chimiques, entre autres la production énergétique aussi, il est très actif, et puis au niveau aussi du système, il va pouvoir favoriser le développement des lymphocytes T. Un petit rappel, contre-indication, l'insuffisance rénale pour le magnésium. Et puis pour d'autres minéraux, ça sera aussi pour chacun des rôles différents. Donc le chrome, il va aider à moduler la réaction des anticorps en cas d'infection aiguë. Donc son taux diminue s'il y a infection. Donc vous voyez, il participe aussi. Le cuivre augmente le pouvoir phagocytaire des neutrophiles, macrophages et NK. Le sélénium immunostimulant à faible dose. Et le fer, la carence en fer entraîne une moins bonne résistance aux infections. Donc, vous voyez, tous ces nutriments, eh bien, on comprend que l'apport régulier de ces nutriments est important pour maintenir en bon état notre système immunitaire. Maintenant, nous allons voir quelques éléments, quelques produits naturels qui vont pouvoir aussi nous aider dans ce combat. Et vous ne serez pas étonné de retrouver dans leur composition certains des éléments qui ont pu être cités précédemment. N'oublions pas non plus les synergies d'action entre les différents éléments, donc là entre un minéral et une vitamine. Le magnésium marche mieux s'il y a de la vitamine D et la vitamine D est plus efficace s'il y a du magnésium. Donc vous voyez, ils agissent de concert, tous ensemble. Alors un premier produit, c'est l'huile de foie de morue. Donc l'huile de foie de morue, c'est un ancien produit qui a rendu d'énormes services à beaucoup de nos ascendants et qui a assuré une réelle protection. Donc à l'époque, c'était pas très agréable parce que des souvenirs de grands-parents qui expliquaient que tous les matins, ils avaient droit à leur petite cuillère d'huile de foie de morue. Bon, là, c'est moyen, mais bon, c'était quand même une bonne chose. Alors, dans cette huile de foie de morue, qu'est-ce qu'on retrouve comme élément? De la vitamine A, de la vitamine D, des oméga 3, EPA, DHA, des acides gras saturés, des acides gras monoinsaturés. Tout cet ensemble de cette composition fait qu'il y a un renfort de l'immunité par la consommation de cette huile de foie de morue. Et puis, on ne va pas gâcher le plaisir. Il n'y a pas que cette propriété de renfort de l'immunité, mais aussi on sait qu'elle est intéressante, cette huile, sur le capital osseux, pour la bonne vision et la protection cardiovasculaire. Toujours des précautions quand on propose un produit. Allergie aux poissons, bon, ça va de soi. Femme enceinte ou allaitante, et puis prise d'un anticoagulant, parce que les EPA, DHA peuvent fluidifier le sang. Donc, s'il y a traitement avec prise d'un anticoagulant, il faut simplement être prudent. Si la personne est sous Préviscan ou sous Cintron, il sera facile de réajuster le traitement avec les résultats de l'INR. Voilà. Si la personne est sous AOD, c'est plus compliqué, bien sûr. La gelée royale, donc la gelée royale, cette nourriture de la reine dans la ruche qui lui permet d'avoir un développement hors norme, alors que c'est une abeille de base au départ. Donc un rappel de la composition particulière, des protéines très spécifiques, des peptides très spécifiques, des vitamines, des minéraux aussi. Et donc cette gelée royale est aussi
reconnue comme intéressante dans le renfort de l'immunité. Et puis aussi, eh bien, elle va donner un petit coup de fouet et améliorer les facultés cognitives. Elle booste certains métabolismes et elle a un côté œstrogénique, donc convient en période de ménopause. Et puis, dans les précautions, eh bien, si évidemment il y a une allergie aux produits de la ruche, on évite les produits d'asthme, les problèmes d'asthme. On a parlé du côté œstrogénique, donc en cas de cancer hormonodépendant, on ne conseillera pas la gelée royale, et puis évidemment, on ne va pas la conseiller chez la femme enceinte ou allaitante. Le shiitake, c'est un champignon du samouraï, Lentinus edodes. Eh bien, là, vous voyez, on retrouve un certain nombre de ce qu'on en a pu citer, donc les vitamines du groupe B, on a de la B2, de la B3, de la B5, de la B6, on a de la vitamine D, on a des oligoéléments, et puis le lentinane, c'est des longues chaînes de polysaccharides, et les polysaccharides sont aussi intéressants dans cette régulation de l'immunité. Donc ce shiitake, eh bien, déjà par sa composition, on comprend qu'il remplisse bien son rôle au niveau renfort de l'immunité. Précaution, contre-indication, allergie, bon, bien sûr toujours, et puis bon, une pathologie particulière, l'éosinophilie sanguine, c'est une contre-indication répertoriée pour le shiitake, et on le déconseille chez la femme enceinte ou allaitante. L'échinacée, on utilise la racine. Donc, eh bien, dans cette composition d'échinacée, on retrouve des polysaccharides aussi, que je viens de vous parler, qui sont longues chaînes d'ose et qui s'impliquent dans la régulation de l'immunité. Et puis des alkylamides, ce sont d'autres types de molécules, et donc cette échinacée, eh bien, est reconnue aussi comme intéressante sur l'immunité. Elle est à prendre en cure parce que au long cours, elle pourrait être hépatotoxique, donc c'est jamais à prendre pendant tout l'hiver, on va le faire des cures, et puis des fenêtres thérapeutiques importantes, et aussi, comme il y a une propriété donc active sur le système immunitaire, et bien sur des systèmes, c'est des personnes qui sont fragilisées avec des maladies auto-immunes, où le système immunitaire est fragilisé, déjà on évite d'avoir l'utilisation d'une plante qui agit sur ce système en particulier. L'huile essentielle de Ravinsara, donc là c'est une huile essentielle qui s'avère être particulièrement efficace dans la prévention sur le virus. Donc cette huile, on verra comment l'utiliser. Les précautions, allergies, asthme, et puis personnes sujettes à l'épilepsie, donc c'est souvent les contre-indications par rapport à ces huiles essentielles, et bien sûr on l'évite chez la femme enceinte ou la femme allaitante. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence, et puis bien je vous souhaite une bonne reprise pour cet après-midi de travail.